Bonjour à tous, bienvenue aux Assises nationales du logement et de la mixité urbaine à Paris. Donc nous sommes le 2 juin 2022 à la Cité internationale et nous recevons donc Emmanuelle Cosse. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes présidente de l'Union sociale pour l'habitat et donc l'idée c'était de revenir un peu sur des nombreuses problématiques que traverse le secteur en ce moment. On a évidemment la nomination d'un nouveau gouvernement, donc bien sûr suspendu aux législatives, mais voilà avec 2 ministres qui s'occupent de transition énergétique, environnementale. L'absence de ministère du Logement, forcément, qui fait beaucoup parler dans le secteur. Et on a eu également récemment beaucoup de textes très importants, la réglementation environnementale 2020, le DPE. Donc c'était un peu l'occasion de faire le point sur ces sujets-là. Peut-être sur l'actualité la plus importante récente, c'est l'absence de ce ministère du Logement. Mais en même temps, 2 ministres, donc un ministre de la transition énergétique et un ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Comment vous voyez les choses? Alors, la première chose, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir une première ministre, une première ministre, femme, en charge de la planification écologique et de l'enjeu de la question de la transition, que ça soit totalement assumé et que derrière, il y ait eu ces 2 ministères avec une planification et territoriale et environnementale. Donc ça, c'est un atout, je pense, très intéressant, un fonctionnement nouveau. Par contre, évidemment, et j'ai dit tout à l'heure, nous, ce qui nous a beaucoup frustrés et déçus, c'est qu'il n'y ait pas de ministère de logement de plein exercice et que même si demain, il y a un ministère au sein de ce grand ministère de la transition environnementale, il nous semble que c'est un sujet tellement imminent qu'il faut vraiment que lui donner un poids dans l'ossature gouvernementale. Alors oui, évidemment, quand on parle aujourd'hui planification environnementale et territoriale, on va parler logement, transport, biodiversité, rénovation, etc., etc. Mais le sujet du logement en soi, il mérite d'avoir quelqu'un qui le défend tout le temps et qui soit à la table du Conseil des ministres chaque semaine. Parce que derrière, on a des enjeux d'accès au logement, de production des logements pour répondre à la demande, d'accompagnement des Français dans la rénovation de leur logement, et puis aussi la question actuellement très forte des prix. On voit aujourd'hui que en quelques mois, on avait un marché de la construction, du lancement des nouveaux programmes de logement déjà difficile. Là, depuis 3 mois, tout est en train d'être complètement gelé. Et c'est vrai qu'on est très inquiet sur l'ensemble des chantiers, y compris qu'on a lancés, où en fait les prix sont en train de prendre une telle augmentation de 15-20% qu'on ne sait pas comment faire. Notamment dans le logement social. Nos programmes, nous les finançons avec des prêts sur le long terme et quelques subventions et le loyer de nos locataires. Des loyers qui sont encadrés, qui sont capés. Donc, on ne va pas changer la recette de ces logements. Il y a aujourd'hui un questionnement sur est-ce qu'on est capable de produire les logements qu'on avait prévus si les coûts de la construction continuent de la sorte. Donc, c'est une remise en cause très forte et c'est vrai qu'on est très inquiet. Et dans cette période d'inquiétude, de pessimisme qui a été exprimée par certains ce matin, c'est vrai que nous aurions eu un ministre qui soit notre interlocuteur privilégié et quotidien, ça aurait été évidemment, me semble-t-il, un signe fort. Oui, le secteur avait demandé d'une seule voix durant la campagne présidentielle à un ministre de la construction durable. Oui, et c'est pas juste pour dire qu'on a notre représentant. C'est que c'est aussi un moyen de dire que le logement fait partie des grands sujets prioritaires de l'État français. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très peu abordé, voilà, y compris dans les passations de pouvoir. Et moi, je le regrette très fortement. D'accord. Je vais rebondir sur la question de l'inflation. Le gouvernement a annoncé des assises du BTP à venir, alors après les législatives avant l'été, visiblement. Qu'est-ce que vous attendez au niveau de ces assises qui en ressortent? Peut-être déjà qu'on comprenne d'où viennent ces augmentations de prix très fortes. Il y a certes la guerre en Ukraine, il y a certes le Covid, il y a certes les enjeux liés au commerce avec la Chine, mais aussi qu'on ait de la transparence. Parce que nous qui sommes en fin de chaîne, on nous demande de supporter l'augmentation des prix, mais il y a bien un endroit des opérateurs qui, eux, s'enrichissent sur l'augmentation des prix. Et donc, moi, je veux savoir qui fait les efforts et qui ne les fait pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que peut-être à l'occasion de ces assises de la construction, on pourra revenir sur des questions de simplification des normes, des questions peut-être aussi de revoir notre modèle de production. Parce qu'évidemment, cette pénurie des matériaux, cette cherté des matériaux, ça semble-t-il, elle ne va pas s'arrêter là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on doit aussi retrouver de la production plus locale? Est-ce qu'il n'y a pas derrière un besoin que l'État se réengage sur des filières nationales de circuits courts?
Je le pense évidemment dans le bois, mais vous voyez sur les enjeux de la réhabilitation, de la rénovation, tout ce qui est lié, les filières liées au chanvre, à la paille, qui sont aujourd'hui des matériaux sur lesquels employés fortement. Est-ce qu'on n'a pas besoin de recréer des usines qui nous permettent de faire de la préfabrication sur le territoire? Voilà, je pense que ça peut être un des sujets, mais en premier lieu la question de la transparence, parce qu'aujourd'hui, en fait, nous, bailleurs sociaux, sommes acculés par beaucoup d'entreprises et d'ailleurs par leurs syndicats sur le fait que nous devons prendre part au paiement de l'augmentation des prix. Et moi, je ne suis pas pour laisser les entreprises du BTP dans la difficulté. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les entreprises, les fournisseurs, eux, comment est-ce qu'ils participent à la formation en fait de ce prix aujourd'hui. D'accord. Par ailleurs, aussi, il y avait sur le nouveau quinquennat, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment vous voyez les choses, sachant que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron pour le logement social, ça n'a pas très bien commencé, je pense qu'on puisse dire. Oui. Qu'est-ce que vous espérez avec ce nouveau quinquennat qui s'ouvre, un discours qui évolue, qui change? Déjà, je pense qu'on sort d'une ambiguïté. On a connu le quinquennat précédent a commencé avec des mesures très dures et très fortes contre le logement social, au nom de la dépense, de la maîtrise des dépenses publiques, réduction des APL, ponction de 1,3 milliard tous les ans sur les recettes des bailleurs sociaux. Et en même temps, on a eu un gouvernement, notamment dans les 2 dernières années, qui nous a en fait beaucoup appelé à la rescousse pour répondre à la demande de logement abordable dans le territoire. D'ailleurs, en réintroduisant un ministère du logement. Exactement, avec la nomination d'Emmanuel Vargon, même si Julien Normandie avait été secrétaire d'État. Mais donc, on avait cette ambiguïté-là. Moi, j'aimerais qu'on sorte de l'ambiguïté. D'une part, que le gouvernement nous donne très clairement c'est quoi sa vision du logement et du logement social dans les années qui viennent. Comment est-ce qu'il compte répondre aux besoins en logement des ménages qui ont peu de revenus, et notamment, en gros, tous les ménages de ces Français qu'on considère comme les travailleurs clés, qui gagnent autour du SMIC et qui, en fait, n'arrivent pas à se loger ailleurs que dans le logement social. Et ensuite, aussi, qu'on discute ensemble de comment ils voient l'avenir. Alors, notamment sur la question de l'application de la loi climat et résilience. Le gouvernement s'est engagé, et il a raison de l'avoir fait, le gouvernement précédent, dans la loi climat et résilience, qui met des objectifs de réhabilitation très forts. Et il veut vraiment que la France... Un calendrier très fort, mais qui est en fait pour que la France arrive vers la neutralité carbone en 2050. Et on n'a pas le choix. Il faut aller vers la décarbonation. Et nous, on est prêts. Nous, on est les seuls acteurs de l'immobilier à avoir dit, nous, on est prêts, on y va, banco, il faut y aller, il faut accélérer. Maintenant, c'est comment? Moi, mon sujet n'est pas tant de décider si c'est pas ou pas la bonne décision. Le gouvernement a pris cette décision, il faut la mettre en œuvre. Mais comment est-ce qu'on peut être soutenu pour justement accélérer les programmes de rénovation, sortir les bâtiments et donc les locataires dans le parc. En fait, nous avons 5 millions de logements. Il y a 1 million de logements qui doivent être réhabilités dans les 10 ans. Donc, et notamment, on va dire 300 000 avant 2028. Et nous, notre objectif, vous comprenez bien, c'est qu'on aide les bailleurs à accélérer les choses, parce que plus on accélère la réhabilitation, plus on sort les ménages de paiement de charges d'énergie notamment très fortes. Ça veut dire aussi que pour l'État, on redonne en fait de l'indépendance, de la souveraineté par rapport aux questions énergétiques. Donc c'est un enjeu vraiment qui est en fait évidemment pour les 30 prochaines années, mais qui est en fait aussi là maintenant. Tous les bâtiments qu'on va sortir de la précarité énergétique dans les années qui viennent, c'est des économies en consommation d'énergie et c'est des économies pour l'État qui aujourd'hui fait un bouclier tarifaire pour que les ménages puissent payer leur facture. C'est une urgence terrible. C'est une urgence terrible. Au vu de ces derniers mois. Nous, on a l'habitude de dire qu'il y aura un quoi qu'il en coûte climatique. La transition environnementale ne se fera pas juste sur de la bonne volonté. Il faut des normes, des simplifications administratives et normatives, mais il faut du soutien financier. Un point qui est lié à ça et qui a encore fait les gros titres de la presse bâtiment ces derniers temps, c'est le DPE, qui a fait l'objet d'une nouvelle enquête de 60 millions de consommateurs. Donc la nouvelle méthode qui a été mise en place l'an dernier, il y a eu un raté l'an dernier où ils ont dû, enfin bon, vous savez tout ça bien sûr, ils ont dû refaire plein de DPE, je ne sais plus combien de milliers doivent être refaits. Je sais que c'est un sujet que vous abordez régulièrement au cours de vos conférences de presse. Voilà, comment vous voyez les choses, il y a sûrement un travail à faire au niveau du DPE à nouveau. Moi, il me semble qu'on a fait, formation des diagnostiqueurs. Il y a tout, mais on a fait une réforme très rapide et objectivement avec des choses assez incompréhensibles.
Il y a un problème sur les diagnostiqueurs, mais je pense pas que, y compris la manière dont le DPE a été construit peut poser des questions. Et puis il y a surtout le fait que maintenant le DPE, d'un seul coup, le DPE a un poids énorme, et on peut le comprendre. Le DPE va donner, y compris un critère de décence du logement. Donc ça change quand même totalement la donne. C'est pas juste une mauvaise indication sur votre logement, c'est que ça décide s'il est décent ou pas, et donc s'il peut être loué ou pas. Donc c'est une importance grandissante. Et à côté de ça, on peut pas dire que les diagnostiqueurs étaient accompagnés correctement. Par ailleurs, nous, on doit avoir demain un DPE collectif. Il aurait dû être prêt déjà depuis plusieurs mois, il est toujours pas prêt. Oui, pour vous, évidemment, c'est majeur. C'est majeur. On a commencé les campagnes de DPE avec nos diagnostiqueurs, mais bon, pour l'instant, on bricole beaucoup. Et donc, c'est vrai que moi-même, je regarde des DPE parfois où je m'interroge. Alors, il y a le fait de formation de diagnostiqueurs, il y a aussi le fait que les diagnostiqueurs travaillent sur des informations qu'on peut leur délivrer. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours les informations qu'ils nous demandent. Donc c'est aussi un travail très compliqué. Et pourtant, c'est vital. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, je ne vous cache pas que la dernière réunion qu'on a eue sur le sujet, je crois, c'était en février, ou peut-être même en janvier. Depuis, plus rien. Et j'ai hâte, en fait, qu'on puisse de nouveau avoir des discussions précises avec le ministère, avec les experts, les diagnostiqueurs, pour qu'on ait vraiment un plan de sortie et de montée en charge de ce DPE, alors que normalement, on est en train de tous les remettre à jour. Exactement, oui, puis c'est le thermomètre, comme on dit, de la rénovation Absolument. énergétique, donc sans un DPE fiable. Mais bien sûr. Non, mais y compris, vous savez, dans le logement social, votre DPE, il décide aussi de subventions auxquelles vous avez droit ou pas. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est très important. Mais oui, c'est très important parce que c'est ça aussi qui va montrer le niveau d'augmentation des classes énergétiques. Exactement. Donc franchement, nous, ça nous handicape beaucoup. Et puis surtout, si c'était pour avoir un tel bordel, peut-être qu'il fallait monter en puissance par expérimentation et par palier. Mais c'est le débat que nous avons eu sur la RE 2020 il y a 2 ans. C'est le même sujet, en fait. C'est le même sujet. La réglementation environnementale vient d'entrer en vigueur en logement en janvier. Donc c'est un peu tôt encore dans l'année, mais est-ce qu'il y a déjà des effets comment se passe cette entrée en vigueur? Est-ce qu'il y a déjà des effets constatables ou pas? J'ai du mal à vous dire parce que, y compris sur le collectif, c'est un peu plus tard. Oui. Bon, il y a eu un premier effet, c'est qu'en fait, on a vu des tas de projets qui étaient avant RE 2020 qui sont arrivés sur le marché beaucoup plus rapidement, Oui. y compris nous, on a vu un apport en VFA de ces programmes-là qu'il fallait en fait terminer avant le début 2022. Les questionnements qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un surcoût et dans le cas sur quoi? Et surtout les solutions qu'on va mettre en œuvre dans ces bâtiments qui vont être donc beaucoup plus sobres, est-ce que ce sont les bonnes solutions? Et la réalité, c'est qu'on tâtonne encore. On a des enjeux sur notamment les systèmes de chauffage. La pompe à chaleur dans le collectif, aujourd'hui, on a encore beaucoup d'interrogations, même s'il y a des évolutions. Mais oui, et c'est ça le problème. Et théoriquement, on doit être prêt pour 2025. Et l'autre sujet plus compliqué, c'est que le niveau de la RE 2020 va dépendre beaucoup de votre capacité des fiches données par les constructeurs et les fournisseurs sur les matériaux. Et donc, on voit bien que la data va avoir un changement de poids dans l'évaluation des programmes. Et c'est ça qui nous pose question. Après, c'est aussi un changement de culture. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un changement de culture en interne chez nous, chez les bailleurs, chez les maîtres d'ouvrage, avec les architectes. C'est que la RE 2020 nous pousse évidemment à faire beaucoup plus d'utilisation d'éco-matériaux, de travailler beaucoup différemment en fait les bâtiments. Et donc c'est une évolution culturelle pour tout le monde, pour le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les concepteurs. Et je suis pas tout à fait certaine qu'on soit encore prêt. C'est pour ça que moi je pense bien qu'on ait des réglementations assez utiles, mais moi, j'avais lancé il y a 5 ans maintenant, plus c'est moins, et je vous le dis franchement, c'était quand même l'idée d'un palier. Et je l'avais fait avec l'idée qu'en fait, on franchissait comme un escalier en fait. On franchissait des étapes, on les crantait à chaque fois et on avançait toujours, on ne peut pas reculer. Là, le palier est beaucoup plus, c'est pas la même philosophie et c'est le problème. Donc j'espère surtout qu'en fait, on n'aura pas de difficulté à terme pour mettre en œuvre la RE 2020. Aujourd'hui, vraiment, on tâtonne. D'accord. Très bien. Et sur aussi un sujet qu'on a rapidement écho sur la hausse des prix de l'énergie, comment les bailleurs sociaux gèrent-ils cette situation? Alors sur la hausse des prix de l'énergie, on est aujourd'hui au milieu du gué. Il y a le bouclier tarifaire qui a été mis en place, y compris pour le logement social in fine. Beaucoup de nos opérateurs en fait aujourd'hui n'utilisent pas le bouclier tarifaire parce que nos négociations étaient
étaient inférieurs, nos prix étaient inférieurs. Donc la vraie question, ça va être 2023. Je pense qu'il faut être très conscient que c'est pas 2022 qui pose problème, c'est la saison de chauffe 2022-2023 et les négociations commerciales qui vont avoir lieu là. Franchement, j'ai du mal à vous dire ce qui va se passer. On avait des négociations sur des prix de l'énergie avec des niveaux assez bas. On achète quand même beaucoup en gros et tout ça. Là, voilà, il y a des opérateurs, ils passent en gros de 20 € à 100 €. Donc, on est quand même dans des évolutions très fortes dans la négociation. C'est aussi pour ça que moi, je veux accélérer sur la sobriété et la résilience du parc, parce qu'en fait, il faut qu'on soit moins dépendant sur les questions d'énergie. Et aussi, je le dis, développer tous les programmes qui nous permettent d'avoir des énergies renouvelables et de l'autoproduction, notamment pour l'eau chaude sanitaire et tout ça, enfin des choses qu'on expérimente depuis longtemps, mais il faut absolument qu'on développe ça beaucoup plus pour qu'en fait, vraiment, nos bâtiments consomment beaucoup moins et que donc la facture énergétique ait un impact moins fort sur le niveau des charges de nos locataires. D'accord. Et enfin, nous finirons avec des questions un peu plus personnelles. Un portrait en 3 traits. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de revenir sur votre moment professionnel fondateur. Est-ce qu'il y a un instant qui vous revient? Alors oui, il y en a un, parce que vous m'aviez posé la question, moi j'y réfléchi. Moi, je dirais en fait, c'est la rencontre avec Claude Dinin, qui était le maire de Clichy-sous-Bois et qui a ensuite été sénateur. Quand on s'est vu en mars 2010, je venais d'être élu du centre de la région, pour essayer de trouver un moyen de sortir les coprodégradés de l'Étoile et du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois, et que cette rencontre a été fondatrice d'une amitié politique et d'une entente qui fait qu'on a beaucoup œuvré ensemble. Malheureusement, Claude Dinin aujourd'hui n'est plus là pour voir les résultats, mais je pense que d'ici 10 ans, donc c'est très long, il y aura peut-être vraiment un sauvetage complet de ces copropriétés à Clichy-sous-Bois, et je suis assez heureuse d'y avoir contribué, et puis d'avoir aussi, à l'occasion en fait de ce sujet très difficile, justement aussi compris tous les enjeux qui se posaient à moi en matière de politique du logement. D'accord. Si aussi je vous demandais une œuvre artistique qui vous a influencé dans l'approche de votre activité. Alors, il y en a plein, c'est pour ça que c'est difficile, difficile d'y répondre, mais c'est vrai que voilà, en fait, je vais vous dire, j'ai plein de sensibilités, mais il y a une œuvre d'un artiste qui s'appelle Pennon, dont j'ai oublié le nom, mais qui est assez extraordinaire, où en fait, il avait créé une salle avec des cages en or, et à l'intérieur, il avait mis des feuilles de laurier. Pour recréer en fait une atmosphère extrêmement naturelle, très forte, et en même temps il alliait la beauté et la question de la nature et de notre vie avec ça. Il a aussi beaucoup travaillé sur la question des œuvres artistiques avec des arbres, et voilà, ça pour moi était toujours installations, ouais, des installations, toujours une inspiration très forte. Ah bah je ne connais pas, donc je vais me renseigner. Et enfin, un lieu important pour vous? Il y en a 2. Il y a Paris, parce que par ailleurs je suis parisienne, et que c'est une ville très difficile et compliquée, y compris pour y vivre, c'est pas si simple que ça, mais justement c'est une ville des défis, et c'est très intéressant de se poser des défis dans un territoire aussi difficile, avec autant de contraintes. Même si Paris a un avantage, c'est qu'il a beaucoup d'argent, contrairement à d'autres territoires qui ont des contraintes identiques avec moins d'argent. Et puis il y a chez moi en Ardèche, c'est-à-dire totalement l'opposé, un territoire ultra rural, mais qui pose aussi des questions tout aussi complexes et difficiles. Et la question, justement, quand on fait de la politique, quand on réfléchit à la politique de l'habitat, c'est comment on peut apporter des solutions dans des territoires aussi différents, mais qui répondent aux aspirations des gens qui y vivent. Et c'est ça, me semble-t-il, les défis sur lesquels, en tout cas, moi, j'essaie de répondre. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous pour cet échange.